Neuze Unnebut Geriou évite l'Eria on Deves quelques mots pour situer un peu notre rencontre dans l'espace et dans le temps. Neuze aimons mes brod reger vro zo bet fiziet enom en ur peden bloamant on eus tennet d'ar vizen et derou ar noaz. Nous sommes donc dans le Trégor, le pays que nous avons tiré au sort lors de la fête de l'étoile, donc le pays qui est en quelque sorte confié à notre prière tout au long de cette année, et aussi c'est l'occasion bien de découverte, d'ouvrir les yeux sur ce pays du Trégor. Tous les ans, on tire spécialement un pays. Alors, quand on prie pour la Bretagne, nous regardons la Bretagne dans sa réalité historique. Et donc, quand on parle des pays bretons, c'est tout à fait indépendant du découpage départemental. Donc le pays du Trégor, c'est un des 9 évêchés traditionnels de Bretagne. Et ma foi, il n'est pas très connu, ce pays du Trégor, justement à cause du dépeçage des départements, parce que l'essentiel du Trégor a été avalé dans le département donc des Côtes du Nord qui est devenu des Côtes d'Armor, et puis une partie démembrée se trouve dans le Finistère, c'est-à-dire toute la région de Morlaix, tout ça, voilà, ça c'est une partie du Trégor. Alors donc le Trégor, de ce fait, eh bien, hélas, c'est terrible, mais c'est comme ça, il y a plein de Bretons qui ne savent même pas que ça existe. Le Trégor. Où c'est le Trégor? Plein de Bretons qui ne savent même pas le nom du Trégor. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Et spécialement par chez nous, dans le sud cornouais, vous dites le Trégor, c'est où le Trégor? On ne sait pas. On ne sait pas. Puisque le découpage géographique a fait que le Trégor a disparu. Il a disparu des cartes, il a disparu. Alors il n'y a que les gens qui s'intéressent à l'histoire, ou les gens qui s'intéressent à ce qu'on appelle le folklore, qui savent encore ce que c'est que le Trégor. Mais alors si vous allez plus loin, vous direz, mais où est-ce que c'est la capitale du Trégor? Alors là, Peller et Kerben, Brodre. Tréguier. Bah oui, c'est Tréguier. C'est Tréguier. En Ebrezondec et Osclair, Brodreger, Landreger. Voilà, Landreger, c'est Tréguier. Bon. Et si vous poussez un peu plus loin, et vous demandez, bon alors, qui est le saint fondateur de ce diocèse de Tréguier? Alors là, la plupart ne savent pas, parce que Tréguier est associé à Saint-Yves, pour ceux qui sont un peu quand même. Mais alors, si vous parlez de Saint-Tudual, ça, oui, bon, d'accord, enfin, bon, on en parlera cet après-midi de Saint-Tudual. Alors donc, on prie en redécouvrant la structure même de la Bretagne. C'est pas un découpage, les pays, c'est pas un découpage, comme les départements. C'est la structure même, c'est la colonne vertébrale de la Bretagne. Et on le fait, je crois, il faut le faire avec beaucoup d'humilité. Moi aussi, pendant longtemps, quand j'étais jeune, j'ai cru que quand on venait dans des lieux comme ça, n'est-ce pas, eh bien, le but, c'était d'amener la prière. On va réveiller les églises endormies, etc. Et il y a beaucoup qui parlent comme ça. Enfin, beaucoup. Et c'est un langage qu'on entend. Voilà. Alors, pourquoi pas,
Il ne faut pas opposer forcément les choses. Mais en tout cas, ce que nous, on est appelé à faire, c'est pas ça. C'est pas ça. On est appelé beaucoup plus à se mettre à l'écoute de ces lieux. Vous savez, l'autre jour, je disais, j'ai failli écrire, j'ai pas écrit sur notre page Facebook. Je voulais dire, je disais à quelqu'un, comment, moi, je fais pas trop confiance aux gens qui veulent évangéliser la Bretagne et qui ne se laissent pas évangéliser par la Bretagne. Et au fond, c'est très simple à comprendre. Très simple à comprendre. Mais ça devrait être le fondement de notre démarche. La chose suivante. Quand on va en pèlerinage, on va à Lourdes, par exemple, on va à Medjugorje, est-ce qu'on va pour évangéliser Lourdes? Pour évangéliser Medjugorje? Non. On va pour se mettre à l'école du lieu. Il y a une grâce liée à l'apparition de Lourdes, à l'apparition de Medjugorje. Donc on y va, on se met à l'école d'une initiative divine. Ce qui est premier, c'est pas moi qui y vais, c'est ce qui s'est passé et moi qui y vais en pèlerin. Évidemment, il peut se trouver que durant mon pèlerinage à Lourdes, je vais, je sais pas, par hasard, me trouver avec des personnes dans un café de Lourdes, je ne sais quoi, et que je vais leur parler de ma foi, parce que peut-être qu'ils sont pas croyants. Alors je vais évangéliser. Mais ça, c'est pas la première démarche. La première démarche, c'est moi qui viens en pèlerinage. Et bien, c'est ce qu'on fait quand on prie pour les pays bretons. C'est pas premièrement pour que, je ne sais pas moi, la foi revienne, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Comment faire pour que la foi revienne, enfin toutes ces questions-là, c'est pas ça, non. C'est d'abord se dire que Dieu nous attend dans ces lieux qui sont des lieux de bénédiction. Voilà, là, ça change tout. Et ça change aussi par rapport à ce qu'on appelle le patrimoine. On ne vient pas d'abord pour voir des choses anciennes, belles, artistiques, etc. On vient d'abord pour se mettre à l'école. À l'école. Parce qu'on est vraiment dans des lieux qui sont sanctifiés depuis des siècles et des siècles et des siècles. Il y a tant de choses qui se sont passées et des choses extraordinaires dans ces pays bretons. Bon, alors on est dans un de ces pays où il y a un héritage spirituel très fort. Alors donc, le Trégor se distingue des autres pays bretons, si vous voulez, par une assez grande unité au niveau culturel. On va revenir sur ça tout à l'heure, mais il faut avoir ça en tête. Ce qui fait que, eh bien, je disais que le Trégor, hélas, n'est pas très connu des Bretons, mais en plus, eh bien, les pays qui forment le Trégor le sont encore moins, parce que c'est moins marqué, si vous voulez, qu'en Cornouailles. On connaît les pays du sud Cornouailles, bon voilà, on connaît le pays Glazic, on connaît le pays Bigoudin, etc. Dans le Trégor, c'est moins net, notamment parce qu'il y a une unité culturelle, on va revenir sur ça, beaucoup plus forte. Une unité linguistique aussi, il y a beaucoup moins de différences. Entre le breton bigoudin et le breton de Châtelain, il y a énormément de différences. Ici, c'est beaucoup moins marqué. Il y a vraiment une unité dans le Trégor. Alors, quand on a fait notre carte de Bretagne, eh bien, il a fallu travailler pas mal parce que il y a des parties du Trégor qui n'ont même pas de nom, si vous voulez. Alors, nous, sur la carte, on a voulu donner un nom à ces différents pays. Alors par exemple, ici, c'est assez simple de dessiner le pays des montagnes du Trégor, parce que c'est ça qui fait l'unité de la région ici, c'est un pays montagneux. Ça donne la physionomie à toute la région et à ses paroisses. Voilà. Alors donc, ce pays des montagnes du Trégor, Bro Menesiu Treger, eh bien, il est bien dessiné. À l'est,
il est dominé par le Ménébré. C'est un pays donc c'est la dorsale orientale des monts d'Arrée. Et puis à l'ouest, il est bordé par le Douron qui prend sa source dans les marais de Lanéanou. Là, on est à la limite de la Cornouaille et du Trégor. D'ailleurs, ce pays-ci est limitrophe de la Cornouaille. Et puis il y a la forêt du Béfou, nous on l'a traversée pour arriver ici. Et puis il y a des bois comme le bois de Kérigonan dans Guerlesquin. Voilà. Alors Guerlesquin fait partie intégrante de ce pays, je le dis parce que, évidemment, au niveau départemental, Guerlesquin c'est dans le Finistère, mais on ne s'occupe pas de ça. Mais c'est pour le dire quand même. Mais c'est vraiment Guerlesquin et dans ces grosses paroisses, parce qu'ici, c'est un pays de grosses paroisses. Ici, c'est gros bourgs qui ont été des bourgs riches. On voit encore des maisons à étages du XVIIe siècle, XVIIIe siècle. Il y a eu des marchands ici, et puis c'est un pays de foires. Il y avait des très grandes foires ici. Des marchands de quoi? Parce qu'en fait, c'est un pays où il y a beaucoup de petites paroisses. Il y a plein de petites... En fait, c'était très peuplé. Donc, il y avait des grands marchés où on vendait les animaux. Ah, c'est ça. Voilà. Et puis, il y a le commerce du lin. Il y avait des marchands de tissus. Voilà. Voilà. Bon. Donc, il y aurait plein de choses à dire sur l'histoire du pays. Alors, rapidement, si vous voulez, actuellement, on peut dire que ce pays, Bro-Ménésiou, Tréguer, zo diazezet, war pem pares kentael, pem pares cause. Le pays actuel, en fait, il est découpé à partir, semble-t-il, de 5 paroisses primitives. Donc ça veut dire, primitives, c'est des paroisses qui ont été fondées quand les Bretons sont arrivés. Alors, on trouve donc Plounérine, c'est pareil, Plounérine c'est un gros bourg. Plouégade-Moisan, ça c'est au nord-ouest, Plougrasse, Plougonvert et donc Plounévez-Mouédec, ici. Voilà, ça c'est semble-t-il, c'est les paroisses, les premières implantations bretonnes. Et puis après, ça s'est un peu découpé. Il y a des paroisses qui sont nées de ces paroisses-là. Donc actuellement, sur le découpage que nous on a pris pour notre carte, eh bien, je vous lis quand même parce que c'est important de mettre ces noms-là en tête. Donc les paroisses sont les suivantes: Plounérine, j'ai déjà dit, Plégat-Moisan, Plouégat-Moisan en français, Guerliskin, Le Pontou, Botsorel, Plougras, Logivy-Plougras, Lohuec, Plougonvert, Archapelle-Neves, Lokenvel, Bénard, Belle-Île-en-Terre en français, Plounévez-Mouédec, donc Louargat et Trégrom. Voilà les paroisses qui sont fameuses. Voilà. Alors, au niveau architectural des églises, c'est un pays très riche. Je suis toujours surpris qu'on le connaisse si peu. Parce que franchement, une grande partie des trésors de l'architecture bretonne se trouve ici. Vraiment, hein, les plus grands trésors. Sans doute parce qu'il y a eu... Alors, donc il y avait beaucoup de petits bourgs et il y a eu une noblesse très nombreuse et très proche du duc. C'est-à-dire que quand la Bretagne a été riche, à partir du 15e, 16e, quand on a fait des grands travaux, eh bien par ici, on en a fait énormément. Énormément. Pour vous dire, avant la Révolution, on parle de 21 chapelles sur 7 communes. 21 chapelles. Et les chapelles, vous allez voir, celles qui restent, c'était pas des petites chapelles. Hein. C'est des chapelles comme ça, en pierre de taille, en sculpture. Bon, là c'est une chose. Deuxièmement, donc un grand nombre de familles nobles. C'est assez impressionnant de voir, vous allez voir partout des blasons. Dans les vitraux qui restent, qui n'ont pas été détruits à la Révolution, des blasons. Il y avait énormément de familles nobles et de familles nobles qui étaient très liées au duc.
Voilà, donc ça a marqué le pays. Et ces gens-là ont été les mécènes de ces constructions. Donc, un travail de la pierre extraordinaire, sculpture extraordinaire, vraiment, hein, il y a des merveilles, comme Plourarch à côté, on reste muet devant la beauté. On a vu plus Québec l'année dernière, les belles choses qu'on a vues. Bon, mais c'est partout. Hein. Ensuite, deux choses dont on ne parle pas souvent. Premièrement, les vitraux. Alors, parmi les plus beaux de Bretagne, c'était ici. Il n'en reste pratiquement rien. La Révolution a saccagé, mais après la Révolution, il restait beaucoup de choses. Et il y a eu un rapport qui a été fait par... c'est un peu l'équivalent de la Société d'archéologie du Finistère ou bien de la Société polymatique. Là, c'était pour Saint-Brieuc. Et donc, ils ont fait, dans les années 1920-1930, ils ont fait un inventaire de ce qui existait. On pleure en voyant ça, parce que sur ce qu'il y avait encore en 1920, il y a la moitié qui a disparu, si ce n'est plus. Ça a été un saccage, un saccage. Bon, alors donc, des vitraux, et des vitraux très importants, parce que c'est des vitraux 15e. C'était parmi les plus anciens. Alors on va voir des petits morceaux. Voilà. Et une autre chose, très très répandue, alors dans toute la Bretagne, mais ici alors particulièrement, ce sont les albâtres anglais. En Angleterre, il y a eu au XVe siècle des fabriques d'albâtre. L'albâtre, c'est une pierre semi-précieuse et qui est facile à tailler. Et donc on faisait des panneaux sculptés à Nottingham, mais c'était quasiment une industrie. Ça partait dans toute l'Europe. Et alors les Bretons en ont acheté, et particulièrement par ici. Donc dans les églises, vous aviez des panneaux, voilà. Alors il en reste, mais il n'en reste pas beaucoup. Alors cet après-midi, par exemple, à la chapelle de Caron-Manach, il y avait tout un retable en albâtre comme ça, qui a été vendu par la paroisse. Et c'est comme ça qu'on en trouve énormément, parce que c'est joli, c'est des petits panneaux comme ça, et ça se démonte. Voilà. Alors c'était très à la mode, et il y en a plein aux États-Unis. Alors voilà. Et dans le Cap, par exemple, je me rappelle très bien, il y avait une très belle piéta comme ça en albâtre, c'est pas à Cléden, c'est pas à Goulien, à Esquivien. Donc je me rappelle très bien, je l'ai vue, et voilà, elle a été volée. Voilà. Elle a été retrouvée, elle est au Pérou. Ah bon? Elle ne revient pas parce qu'elle est dans une collection privée, et l'État français ne fait rien pour la... Voilà. Bon. Et alors une chose maintenant, pour finir, sur l'unité culturelle du Trégor. Alors, une chose qui est marquante pour mettre en lumière cette unité culturelle, hein, eh bien, c'est la coiffe toucaine. La coiffe toucaine, c'est l'emblème du Trégor. Qui déborde. Et c'est lié. Qui déborde un peu. Et voilà. C'est lié justement je dirais, à la crise de la Bretagne culturelle et politique. Je m'explique. Cette coiffe n'est pas, qui est donc la coiffe de tout le Trégor, sauf dans les villes où il y a des petites variantes, il y a des bonnets d'artisans, etc. Enfin donc la coiffe du Trégor, de l'ensemble du Trégor, c'est la coiffe toucaine. Mais pas seulement, puisque c'est la coiffe d'une grande partie de la Haute-Cornouaille, Calac, tout ça. Avec des variantes, il y a toujours des variantes pour qu'on reconnaisse, c'est pas tout à fait la même. Bon, et en fait, cette coiffe toucaine, elle a pris la place d'anciens costumes qui ont disparu au XIXe siècle, parce que, c'est là que c'est intéressant à comprendre la crise politique, quand le Trégor a été avalé par le département de Saint-Brieuc. Saint-Brieuc, c'est un département particulièrement offensif par rapport à la culture bretonne.
Ça a été vraiment... Bon, tous les départements sont des outils de francisation. Mais ça s'est fait de différentes façons, à cause de l'histoire. Dans le département 22, si vous voulez maintenant, la préfecture, c'est Saint-Brieuc. Donc, un endroit qui est déjà, où on parle français depuis très longtemps. Et puis, c'est un département qui a été très, je dirais, pris en main, hein, on peut le dire. Parce que faut pas oublier, le Trégor, c'était tout le monde parlait breton. Et on va y revenir cet après-midi. Et j'ai parlé de la noblesse, mais la bourgeoisie parlait breton. Voilà, pas seulement les pauvres paysans. Il y avait vraiment une bourgeoisie qui parlait breton, plus que par chez nous. Donc il a fallu sans doute s'en occuper, hein, pour franciser tout ça. Alors la franc-maçonnerie est très très présente. N'oublions pas, c'est le pays de Renan. Hein. Bon. Les frères Lamennais. Oui, oui, il y a eu vraiment une offensive contre la langue bretonne, mais violente. Mais c'est partout en Bretagne. Mais je vous assure qu'ici, ça a un côté particulier par l'enseignement, avec les fameuses casernes pour enfants, comme disait Xavier Graal. Eh bien donc, si vous voulez, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien que, d'une façon curieuse, la coiffe toucaine est devenue comme le symbole d'une certaine résistance. C'est peut-être trop fort de dire résistance, mais une certaine quand même. Si bien que, il faut bien comprendre que quand la coiffe toucaine reculait dans une paroisse, ça voulait dire que le français arrivait. Il faut bien comprendre ça. La coiffe toucaine n'a jamais cohabité avec le français. Donc c'est devenu le symbole des paroisses qui tenaient aux Bretons. Et dès que le breton reculait, du temps où on portait encore des costumes bretons, eh bien on changeait de coiffe. On ne pouvait pas porter la coiffe toucaine là où on parlait français. Si bien que, eh bien, la partie, tout le Trégor s'est unifié, si vous voulez, et la partie de Haute-Cornouailles qui s'est trouvée englobée dans le même diocèse de Saint-Brieuc, ben pareil, ils ont pris la toucaine, comme une espèce d'unité, si vous voulez. Nous, on est les paroisses bretonnes. C'était les paroisses bretonnes par rapport aux autres. Vous voyez ? Donc voilà, ça a contribué à une espèce d'unification. Tandis que les hommes, alors, ont perdu le costume très très peu de temps, ils l'ont eu après la Révolution, si vous voulez. Dès 1830-50, le costume masculin disparaît. C'est plutôt l'ouest de la Haute-Cornouaille. L'ouest de la Haute-Cornouaille. Calac, voilà. Mais à l'est, Saint-Gilles-Pigeon, Plus-Sulien et tout ça. Non, c'est la toucaine qui a fait face aux Français. Et dès que la langue bretonne reculait, ou bien plus de costume du tout, ou bien alors il passait à une coiffe galaise, voilà. Il n'y a jamais eu un pays, si vous voulez, du Trégor parlant français, voilà. Et avec les toucaines. Le Guélo britophone, pareil, est parti forcément avec la toucaine. C'était leur rempart. Dans le pays Guélo, qu'est-ce qui fait où est-ce qu'on parle breton? Là où il y a la toucaine. Et quand la toucaine a reculé à partir de 1860-70, et qu'on portait encore des coiffes, si on est passé au français, on a abandonné la toucaine. C'est marrant, hein? C'est devenu une espèce de coiffe de résistance. C'est trop dire de résistance, sans doute. Mais il y a eu quelque chose quand même culturellement. Un attachement, disons. Voilà. Si on parlait à une femme en toucaine, on savait que c'était une femme qui parlait breton. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais la grande coiffe. Il y avait une grande coiffe. Ah oui, il y a une grande. Avec la toucaine, il y a une grande cornette de cérémonie, c'est pareil.